Bonjour, bienvenue à ce webinaire Discussion sur l'espoir avec Serge Marquis. Je me présente, je suis Marie-Ève au Mouvement Santé mentale Québec. J'ai le poste de responsable de la campagne annuelle et agente de liaison avec nos organisations membres. Avant qu'on commence dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite présentation rapide de qui on est et de notre prochaine campagne annuelle qui s'en vient, qui va être lancée officiellement en mars. Le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui là, s'inscrit justement dans les informations qu'on donne à nos relayeurs pour qu'ils puissent faire rayonner la campagne au courant de l'année. Donc, j'y vais avec un petit partage d'écran, comme ça. Hmm. Voilà. Donc, voilà, bienvenue. Euh, Tout d'abord, j'aimerais ça remercier le CRISE qui orchestre toute la technique derrière ce webinaire. Et j'aimerais remercier aussi la Fondation Lucie et André Chagnon qui ont collaboré à ce webinaire-là. Donc, le Mouvement Santé mentale Québec, on est un regroupement de 16 organisations communautaires maintenant. Et on travaille vraiment en prévention et en promotion. Puis, on vise à créer, développer et renforcer la santé mentale, autant au niveau des individus que des collectivités. Donc, s'assurer que les gens ont les capacités et les ressources nécessaires pour maintenir ou améliorer leur santé mentale. Nos rôles, c'est de rassembler nos organisations membres à travers le Québec, de mobiliser nos partenaires, ambassadeurs, relayeurs, comme on a pu le faire aujourd'hui avec ce webinaire-là, puis de mettre en œuvre une campagne annuelle pour promouvoir la santé mentale à travers tout le Québec à chaque année. Depuis les 10 dernières années, on a travaillé sur 7 astuces euh, pour se recharger. Donc, 7 facteurs de protection qui sont reconnus en santé mentale. Puis, on les a travaillés chacune avec des groupes d'experts, soit de recherche, soit d'experts terrain. Puis, on a développé des gammes d'outils avec chacune d'elles. Puis, cette année, ce qu'on propose pour la prochaine campagne, c'est de reprendre ces 7 astuces-là, puis de les mettre en action. Donc, ce qu'on propose, c'est un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale. Cette campagne-là est particulière puisqu'elle s'inscrit dans le contexte actuel où on vit une polycrise, hein, de multiples crises au niveau économique, social, environnemental, politique, auxquelles on doit faire face individuellement et collectivement. Puis nous, on mise sur le fait que de se mettre en action, ça va pouvoir nous aider à sortir d'un sentiment d'impuissance, puis à cultiver du sens puis de l'espoir. Donc, à partir des 7 astuces, comment est-ce qu'on peut se mettre en action? Comme d'habitude, on vous propose une gamme d'outils en lien avec cette campagne-là. Donc, on a bien évidemment la classique affiche. Et cette année, on a opté pour un plaidoyer qui emmène une vision beaucoup plus sociale, plus collective de comment nos 7 astuces peuvent contribuer à cultiver le sens au niveau collectif. Et juste pour information, du plaidoyer découlera prochainement une fiche d'animation clé en main là, pour animer un atelier dans différents milieux, mais en lien avec les éléments qu'on peut retrouver dans le plaidoyer. On a aussi, pour la population générale, un ensemble de 7 cartons qui se retrouvent dans une petite pochette cartonnée, sur lesquels il y a vraiment des questions de réflexion et des propositions d'action individuelles. Et à la fin de à chacune des astuces, on propose aussi une action qui a vraiment plus une portée collective. Puis pour les milieux de travail, on reprend le même format 7 cartons, petite pochette cartonnée, mais là, on est vraiment dans des propositions d'action accessibles et concrètes, autant au niveau de tous les gens qui font partie de l'organisation que au niveau des employés, que au niveau des gestionnaires et employeurs-employeuses. Donc, responsabilité partagée aussi là, pour la santé mentale, le sens et l'espoir à travers les différents milieux de travail.
Donc, voilà pour moi. Je tiens, avant qu'on se lance, à remercier Serge Marquis qui a accepté notre invitation. On est très, très, très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire, auteur de multiples livres, dont, entre autres, co-auteur du livre Espoir, sur lequel on s'est quand même beaucoup basé pour essayer d'avoir des idées là, pour notre prochaine campagne. Je vais céder la parole à ma collègue Renée Ouimet, qui est la directrice du mouvement Santé mentale Québec. Donc voilà, je vous laisse aller dans le vif du sujet. Serge Marquis, quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment et comme je vous disais, quand on a échangé ensemble il y a quelques semaines, j'ai été à une de vos conférences il y a une quinzaine d'années, puis il y a une image qui m'a frappée et qui reste dans mon cœur, dans ma tête et que je répète aux gens. Alors j'imagine qu'il va y avoir encore aujourd'hui des images qui vont nous frapper puis qui vont nous imprégner. Alors, Serge Marquis, vous avez coécrit avec d'autres auteurs un livre dont le titre est Espoir. Puis avant de commencer, c'est un peu pour ça qu'on vous a interpellé aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là? D'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir. Je ne savais pas que j'aurais cette émotion-là. Je suis vraiment très ému par le fait qu'il y a autant de personnes qui, présentement, veuillent réfléchir ensemble à l'espoir, là. Ça, c'est déjà porteur d'espoir en soi. Alors, merci de m'accueillir. Puis j'écoutais ce que Marie-Ève présentait, puis ça aussi. Ça illustre que l'espoir est possible à travers ce que vous faites présentement. Je ne veux pas jouer du violon, là, c'est concret, c'est réel. Je l'ai lu, là, le plaidoyer, et puis il y a beaucoup d'outils à l'intérieur de ça. Alors, je le recommande fortement. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à écrire sur l'espoir, réfléchir avec d'autres personnes sur l'espoir? Ben, c'est un homme qui nous a contactés, Erwan Le Seul, qui est un éditeur, qui nous a téléphoné pour dire, écoutez, je pense que c'est important à notre époque de faire cette réflexion-là. Alors, est-ce que vous accepteriez de prendre un peu de temps pour réfléchir à cette question-là? Ça m'a immédiatement enthousiasmé. Je trouvais que Erwan avait une idée formidable de nous inviter à réfléchir ensemble sur cette question-là. Alors, j'ai accepté, je me suis mis à y réfléchir parce que c'est quelque chose dont on parle sans nécessairement s'arrêter pour se demander de quoi on parle vraiment. C'est comme si on prenait pour acquis qu'on le savait, mais quand on s'arrête pour y réfléchir, là, il y a toutes sortes de choses qui surgissent imprévues et qui nous obligent à aller dans des nuances. Entre autres, à constater dans les lectures qu'on fait au sujet de ce mot, espoir, qu'il y a du cynisme, qu'il y a des gens qui disent que c'est de la naïveté de parler d'espoir, que c'est de mettre des lunettes roses, etc. Et ça nous oblige à nous dire, mais pourquoi ces gens-là pensent comme ça? De quoi ils parlent? Et de constater que dans le mot espoir, il y a plusieurs personnes qui mettent des contenus différents. Et l'espoir dont on va parler aujourd'hui, là, dont je souhaite traiter avec vous autres, c'est pas s'asseoir dans un fauteuil quelque part puis de dire, ben, j'espère que ça va changer. C'est pas cet espoir-là. Ça, c'est la pensée magique. S'asseoir quelque part et dire, j'espère qu'un jour, il va arriver quelque chose, puis que ça va changer. C'est pas de ça dont on parle. C'est quand on s'arrête pour réfléchir à ce que l'espoir peut générer comme mouvement, comme passage à l'action, comme utilisation de sa créativité, comme utilisation des liens qu'on a avec les gens qui nous entourent. Et en réfléchissant, si vous permettez, à ce mot-là, puis quand vous m'avez invité à réfléchir avec vous autres aujourd'hui, je me suis dit, je pense que je vais commencer par un aveu, par autrefois ce qu'on appelait une confession, que j'ai d'ailleurs faite dans le livre. Et elle est importante, cette confession-là, parce que pour parler du mot espoir, j'aimerais ça qu'on commence
en parlant de son contraire, en parlant du désespoir et de ce que ça entraîne, ce mot-là, dans la vie de ben du monde. Alors, l'aveu que j'ai à faire, c'est que au cours des dernières années, à plusieurs reprises, j'ai pas été conscient et j'ai dit à des personnes qui m'entouraient dans des soupers, dans des repas, j'ai dit la chose suivante, et c'est terrible quand ça remonte dans ma tête de constater que j'ai pas été conscient de ce que je disais. J'ai dit, je suis content d'avoir l'âge que j'ai. J'ai dit ça en disant, c'est terrible ce qui attend les jeunes générations. On était plusieurs autour d'une table, là, puis j'avais ce discours-là, là. L'environnement, les changements climatiques, la situation géopolitique, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux. Ça faisait partie de mon discours. Jusqu'à ce que je m'arrête, puis je me dise, mais hey, qu'est-ce que ça a un discours comme ça, comme impact sur le cerveau? Et là, c'est très, très important quand on parle d'espoir, là, de s'arrêter pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'un discours comme ça a comme impact sur le cerveau des jeunes qui entendent ce discours-là, là? Ces mots-là, je suis content d'avoir l'âge que j'ai, là, entrent dans la tête de quelqu'un, là, dans sa neurologie, là. Et les phrases commencent à tourner, là. Il y a une activité neurologique qui s'amorce. C'est très important parce on n'est pas dans la pensée magique, là. On n'est pas dans les lunettes roses, puis on est dans le concret, là. On est dans ce qui se passe dans la neurologie, là. La phrase, c'est une activité neurologique, tourne. Il est content d'avoir l'âge qu'il a, là, parce que il voit l'avenir d'une façon pas très jolie, là. Alors ça tourne dans la tête de quelqu'un, là, d'un jeune, puis ça déclenche toute une série de réactions neuro-hormonales qui créent immédiatement un inconfort, là, un mal-être, là, qu'on appelle le désespoir. Et ce mal-être-là a été créé par le fait que quelqu'un n'était pas conscient à un moment donné des impacts d'une phrase qu'il prononçait. Ce qui implique que l'espoir commence, pour moi, là, par la conscience de ce qu'on est en train de dire. Le cerveau a plusieurs fonctions. Ça, j'en parle depuis des années, là. Mais une de ses fonctions principales, c'est de détecter des menaces. Il a fait ça pendant des millions d'années. Pour assurer la survie d'abord. Si on est là, c'est parce que le cerveau il a fait ce job-là. Il a détecté des menaces, puis il nous a permis d'agir. Il nous a permis de nous sauver. Il nous a permis de lutter, de construire des abris. Il nous a permis de nous cacher quand il fallait se cacher. Il a fait tout ça pour nous permettre de survivre. Il le fait encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il détecte des menaces, pas seulement à la survie, mais à l'image qu'on a de soi-même, aux diverses représentations qu'on a de soi-même. Ça, on reviendra là-dessus peut-être plus tard. C'est bien important. Mais comme il fait cette job-là de détecter des menaces et que quelqu'un dit, je suis content d'avoir l'âge que j'ai, ben, immédiatement, il vient de se mettre en action. Et aujourd'hui, là, à notre époque, on asperge les cerveaux de menaces à travers les bulletins de nouvelles, à travers les réseaux sociaux, à travers toutes les formes de médias, etc. Tous les jours, on asperge le cerveau de menaces, parfois réelles. L'environnement, il y a des menaces réelles, concrètes, contrairement à ce que certaines personnes, dont le président des États-Unis disent, là, il y a des menaces réelles, concrètes, qui pourraient nous amener à passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Où puis-je agir pour modifier ce qui est en train d'arriver au niveau de l'environnement? Mais il y en a aussi plein de menaces qui ne sont pas réelles, qui sont inventées, mais que le cerveau interprète comme des menaces réelles et qui génèrent un état de désespoir. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Ben, c'est pour dire que je refuse de désespérer. Je refuse carrément d'entrer dans le désespoir en demeurant conscient de cette activité neurologique là, qui apparaît. Et ça, c'est super important parce qu'on est tous et toutes capables de faire ça. Le cerveau est capable d'observer sa propre activité.
Pendant un souper, il est capable de se rendre compte tout à coup de ce qu'il est en train de dire. Puis de faire wow, 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 qu'est-ce que je suis en train de dire là, là? Il est capable de se rendre compte aussi, là, devant un bulletin de nouvelles ou devant les propos de personnes qui nous entourent, qu'il a intégré ce discours-là et qu'il commence à y avoir dans sa tête, ça y est, pardon, je vais le reprendre autrement, le cerveau est capable d'observer le discours, bon, c'est foutu, on n'est pas capable, ça sert à rien. Le cerveau est capable d'observer ce discours-là, là. C'est ça, c'est très, très important. C'est une observation d'une activité neurologique et il est capable d'apaiser ça. D'apaiser ça. Pour faire quoi? Pour libérer les ressources. La créativité, l'intelligence, la présence, et ce qui permet de mettre en place de l'action pour changer les choses. Et En ça, même temps, dans votre livre, vous dites une phrase qui est tellement belle, c'est-à-dire, vous dites, suis-je désespéré? Oui, parfois, souvent, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse, puis je me dis, ça suffit. D'où vient ce déclic? Du refus. Ce déclic, ça suffit, ça s'appelle la révolution. ouais, Je vous amène vers ça parce que on travaille avec un mouvement qui s'appelle Mouvement Jeunes et Santé mentale et les jeunes disent on veut avoir le droit de dire ça va pas, je suis découragé, mais on veut avoir le droit d'agir et de réagir aussi. Fait, c'est un peu ce que votre phrase dit, c'est qu'on peut avoir des moments de découragement, mais en même temps, les moments de découragement peuvent nous servir à faire la révolution, puis à dire ça suffit, ça, je veux pas ça. Pour exactement. Absolument. Être présent, là, c'est être présent à ces moments de découragement. C'est aussi ça. C'est pas nier la réalité. C'est pas faire comme si elle n'existait pas. C'est au contraire prendre conscience que cette réalité-là génère une réaction qui peut nous amener dans ce qu'on appelle le découragement et l'observer. Ça y est, il y a ce discours-là dans ma tête là, qui dit je suis nul, j'y arriverai pas, je serai pas capable. L'observer, l'apaiser, libérer les ressources, le potentiel, les capacités pour se mettre en mouvement et agir sur la situation qui a généré le discours à l'intérieur. Donc, c'est l'accueillir, ce discours-là, finalement. C'est être capable de le prendre dans ses bras quelque part, puis de dire, hey, il est là, le discours. Il a été observé. Mais maintenant, comment on l'apaise? Comment on l'apaise, ce discours-là? Ça, c'est une autre question très importante. Tout simplement, d'abord, en étant conscient, OK, il y a cette activité-là dans ma tête, il y a ces mots-là qui tournent. J'ai envie de le dire comme ça, là. Oh, ça tourne dans la tête, là, présentement, là. Et là, de ramener l'attention, là, sur quelque chose de concret, là. Ça s'appelle la pause conscience, je l'appelle souvent comme ça, là, où on ramène l'attention sur quelque chose de concret pour faire OK, les ressources sont maintenant disponibles, l'intelligence est maintenant disponible. Elle n'est plus obstruée par le discours qui a généré le découragement. Il y a un réel, si on parle des changements climatiques, je reviens là-dessus, c'est réel, c'est concret, et au lieu d'être dans la tête, ça ne sert à rien, on n'est pas capable, c'est foutu de toute façon, au lieu d'être ça dans la tête, là, il y a comment peut-on agir là-dessus? Elle est là la grosse différence. Il y a le discours, puis il y a tout à coup l'apaisement du discours pour passer à comment puis-je agir là-dessus? Avec qui? Où est-ce que je m'engage? Dans quel mouvement? Là, on parle de révolution. Vraiment. Une révolution de l'intelligence, là. Elle est disponible. Dans quel mouvement? Quel geste je pose? il y a Guillaume Ouellette qui écrivait dans un article où il parle de Cervantes.
euh, du livre, puis il dit, ben, le monde, on n'est pas obligé de l'accepter tel qu'il est. On peut le replier différemment, essayer de le refaire différemment, essayer de le reconstruire. Fait que ce que j'entends, c'est pour vous, on peut inscrire ça dans notre agir aussi, c'est-à-dire voir ce qui ne va pas, mais aussi se permettre de faire de l'espace à la créativité, à notre action, à une révolution bienveillante et poétique. Oui. Encore une fois, c'est pas nier. Ce n'est pas faire comme si ça n'existait pas. Au contraire, c'est d'être conscient que ça existe. Puis de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans le livre, j'ai donné des exemples de personnes qui, à mes yeux, illustrent clairement ce que je veux dire. J'ai rencontré dans une école, à un moment donné, des personnes, je les appelle des allumeurs d'espoir, hein, des personnes qui réparent les fins du monde. Je les appelle comme ça parce que parfois on entend mais c'est la fin du monde, au fond. Eux, ces gens-là, non, ils réparent ce qu'on appelle les fins du monde. Alors, une première personne, je vais le donner comme exemple parce que ça illustre très bien euh, les propos que je tiens présentement. Il y a un gars qui travaillait dans une école à l'entretien ménager. Tous les jours, lui, là, il nettoie à la fin de la journée l'école. Les planchers couverts de canettes de toutes sortes, de papier mouchoir. Bon, hein. Il nettoie les toilettes. Puis j'ai jasé avec lui. Puis j'ai dit, vous n'êtes pas découragé, parce que vous recommencez tous les jours. Vous n'êtes pas désespéré. Est-ce que dans votre tête, il n'y a pas des fois des phrases du genre la gang de petits salauds, ils ne comprennent pas que ça pourrait être facile de mettre ça dans la poubelle? Il dit oui. Et j'ai ça dans ma tête. Il dit, vous savez, il dit, je sais aussi que quand je fais ce que je fais, puis que je nettoie tout ça, puis que je rends ça propre, là, ils vont peut-être mieux apprendre. Parce que c'est propre, ils vont mieux apprendre. C'est quand même extraordinaire. Lui, c'est un allumeur d'espoir, là. Puis il le fait au quotidien, là. Il y a un autre exemple, c'est une orthophoniste que j'ai rencontrée qui travaille dans une unité où les gens ont vécu des ACV, des personnes qui ont eu des traumatismes dans des accidents de la route, puis qui ont perdu l'usage de la parole. Tous les jours, elle essaie de les aider à réapprendre à parler. C'est des processus qui sont parfois longs, lents, difficiles. Mais tout à coup, elle pourrait être désespérée. Elle pourrait faire on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, il y a eu des dommages à son cerveau, mais non. Elle continue, elle observe le mouvement des lèvres. Puis tout à coup, il y a un mot qui apparaît, un mot, des fois dans une semaine. Puis là, elle fait Waouh, il va y en avoir un deuxième, on va y aller mot par mot. Ça, là, c'est l'espoir qu'éventuellement, il y a une phrase qui se construise, puis un paragraphe, puis qu'il y ait une connexion qui se fasse. Ça, c'est des allumeurs d'espoir. Et c'est dans des petites choses comme ça qu'elles changent le monde, ces personnes-là. Un autre que j'ai vu, je vais donner ce dernier exemple-là, c'est dans une unité de soins de fin de vie, une personne qui était préposée aux bénéficiaires et qui nettoie, qui lave les gens qui, malheureusement, ont des incontinences, etc. Ben, j'en ai vu une qui venait de nettoyer une personne qui avait une incontinence, les draps souillés, la chemise souillée, elle a tout changé, elle a lavé avec tellement de délicatesse, d'attention, de présence. Elle a tout mis ça dans une espèce de bac, là. Ben, au moment où elle a déposé ça dans le bac, la personne a fait une nouvelle incontinence. Elle venait de finir de la nettoyer, là. Elle aurait pu rentrer dans le découragement, dans le désespoir. Ah, c'est jamais fini. Mais non, elle est retournée. Ça s'est calmé s'il y a eu ça, parce que ça doit arriver. Puis c'est correct. Bienvenue parmi les humains. Ça arrive, ce découragement. Mais non, ça s'apaise. Elle retourne. Elle recommence avec la même délicatesse, le même raffinement. Installer une nouvelle chemise, rendre la personne confortable, etc. Encore une fois, elle allumait l'espoir, cette personne-là. Tous ces petits gestes-là, c'est très, très important de les observer parce qu'il y en a au quotidien, partout autour de nous. Malheureusement, pas malheureusement, j'efface le mot.
Je reprends. Le cerveau a une tendance naturelle, à placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Je répète ce que j'ai dit tantôt, mais là, j'ajoute un autre concept. Il a cette tendance à placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Il l'a fait pendant des millions d'années pour assurer la survie. Alors, il va aller vers ce qui pourrait être décourageant. Il va aller vers ce qui pourrait amener le désespoir. Parce qu'il a été conditionné à faire ça. Donc, il y a tout un travail à faire, d'observer ça, puis de faire oh, 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 oh. Il y a aussi les allumeurs d'espoir qu'on peut tous être, tous et toutes. Je pense à un petit exemple bien simple, je vais finir par ça. Là. Pendant la période des fêtes, j'ai deux petits-fils, moi, qui habitent en France, puis qui sont venus ici. Et pendant la période des fêtes, ils ont 7 ans et 10 ans. On est partis ensemble parce qu'en France, il y a des voisins, monsieur est très malade, cancer du côlon, etc. Alors, on est partis ensemble pour nettoyer son entrée le lendemain d'une tempête de neige, parce que c'est difficile pour lui, pour sa conjointe de le faire. Mais c'était extraordinaire de les voir aller. Puis, la dame est sortie avec un petit sac de bonbons là, pour remercier. Moi, tous ces petits gestes-là, là, ça m'émeut profondément. Ça me fait ressentir la connexion qu'on a les uns et les unes aux autres. Ça me permet d'avoir l'attention sur ce dont l'être humain est capable. Ce qui- quand il fait simplement apaiser la réaction spontanée qu'a le cerveau d'aller vers la menace, puis qui ramène l'attention vers ce qu'il est capable de faire aussi, qu'il a fait pendant des millions d'années, pour non seulement assurer la survie, mais le bien-être, le confort des semblables autour. Il y a Madame Martinez qui mettait dans un commentaire, c'est vrai qu'on est bombardé de tout ce qui ne va pas, de la souffrance, des guerres, de la misère, mais on a peu d'informations sur la beauté, sur ce que les gens créent, sur les initiatives, puis il y en a des milliers, des milliers, des milliers qui pourraient nous donner de l'espoir si on les connaissait, parce qu'on se dirait, hey, il y a tout ça qui se passe. Comment vous pensez qu'on pourrait les faire connaître, les mettre de l'avant pour nous donner le petit kick d'embarquer puis de se dire que la vie est pas juste merdique, qu'il y a aussi bien du beau, bien de la force, bien de l'intelligence, bien des luttes positives. Moi, j'ai une déformation professionnelle, hein, puis je connais, à cause de cette déformation-là, je connais bien le réseau de la santé. Puis j'ai aussi été malade dans ma vie, très malade, quelquefois, une hémorragie à un moment donné digestive liée au stress. Puis j'ai été soigné de façon extraordinaire dans ce réseau. Donc, je l'ai vu comme professionnel, puis je l'ai vu comme patient, ce réseau-là. Ben, j'ai vu des milliers de gestes par jour de qualité dans ce réseau-là. Je les ai vus à mon égard, je les ai vus à l'égard des personnes qui m'entouraient. Et dans les médias, on parle de l'erreur que tu as commise. Et le cerveau, il attrape cette erreur-là, puis tout à coup, il la généralise. C'est comme si tout le système était teinté de cette erreur-là dans une fraction de seconde. Alors que la conscience, l'attention n'est plus à ce moment-là sur les milliers de gestes au quotidien qui sont posés de qualité pour s'occuper de ses semblables. Le milieu d'éducation, la même affaire. Chaque jour dans le milieu d'éducation, il y a des milliers de gestes de qualité qui sont posés. Les jeunes dont on voit le potentiel, on crée des environnements pour que ce potentiel-là se développe, pour qu'ils puissent développer leur talent, qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Il y a des profs qui font ça, des hommes, des femmes, tous les jours. Il y a des parents partout dans le monde, tous les jours, qui s'occupent de leurs enfants d'une façon admirable, extraordinaire. Il y a des personnes qui s'occupent des personnes âgées. J'en connais, j'ai des amis qui ont encore leurs parents ou qui ont des conjoints et conjointes atteints de maladies neurodégénératives, qui sont devenus des aidants naturels, qui s'en occupent au quotidien de façon admirable. Oh, c'est pas de ça dont on parle. Vous, dans votre plaidoyer sur l'espoir, vous listez des sites où on peut aller.
il faut les lister davantage. C'est possible de faire ça pour qu'on puisse, une petite capsule de 30 secondes sur une personne qui vient tout à coup en 30 secondes raconter ce qu'elle fait pour quelqu'un qui lui est cher, qui pour elle lui donne un sens à sa vie, mais lui permet de se sentir connecté à l'autre, puis pourrait allumer l'espoir chez des milliers de personnes. Il y a quelques exemples qu'on a en tête de grands allumeurs d'espoir qu'il y a eu dans l'histoire, hein. Je pense, je me suis permis d'en parler aussi dans le bouquin, mais Nelson Mandela, par exemple, Gandhi, des personnes qui, à travers leurs gestes, ont décidé de refuser de désespérer. Martin Luther King, qui ont décidé de refuser de désespérer, de passer à l'action. Ben, il y a des milliards de personnes sur la Terre qui le font aussi chaque jour dans l'ombre. Et c'est pas ce qu'on met de l'avant à cause de la vieille tendance qu'a le cerveau d'aller vers la menace. Puis du fait que ça fait monter les codes d'écoute. Ça, c'est payant pour les commanditaires qui viennent nous donner des sous, etc. Ça, c'est payant. Donc, on ne parle pas de petits gestes de qualité qui ont été posés parce que c'est pas ça qui attire nécessairement spontanément le cerveau. Donc, ça prend un travail pour revenir à la présence, à la conscience. Mm. Et oui, c'est Yep. faisable. Excusez-moi, je veux juste dire, vous le faites déjà dans votre plaidoyer, là, vous citez déjà des sites. Alors, il faut les multiplier. Dans votre livre, ben, le livre, votre, avec un grand votre, vous écrivez: l'espoir ne réside pas dans le moi, moi, moi. Il réside dans la capacité d'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Oui, oui. Ben, d'abord, justement, je veux dire que je ne peux être tout seul, là. Il y a Nicole Bordelot, Christine Michaud et Marc Pistorio qui ont écrit avec moi. Ouais, ça pose une question fondamentale que j'explore depuis des années parce que, bon, j'ai eu le privilège pendant des années d'accompagner des personnes souffrantes, hein, des personnes qui ne fonctionnaient plus au travail. Puis euh, le travail qu'on faisait ensemble, c'était d'essayer de voir comment ces personnes-là pourraient apaiser cette souffrance-là puis retourner travailler. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait cette souffrance-là. Puis j'ai lu un peu partout, à gauche et à droite, sur ce qui se passe dans notre cerveau. Et je me suis interrogé sur c'est c'est quoi le moi? C'est quoi l'ego? Ça aussi, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à notre époque, l'ego. Il y a un gros ego. Mais quand on s'arrête là pour y réfléchir, puis on se demande c'est quoi ça, l'ego? C'est pas facile de répondre à cette question-là. Puis à force de fouiller là-dessus, je me suis rendu compte qu'au fond, puis j'ai créé une espèce d'image là, pour essayer de rendre ça le plus clair possible à mes propres yeux, puis aux yeux des personnes qui m'entouraient. L'ego, c'est la somme de toutes les représentations qu'on a fabriquées de soi au cours de sa vie à travers un processus qu'on appelle le processus d'identification. Très tôt dans sa vie, on commence à s'identifier à toutes sortes de choses. On s'identifie à son doudou quand on est enfant. C'est comme si on devenait le doudou. On s'identifie évidemment à ses parents, à la suite à des professeurs. Puis ça, ce processus d'identification-là, il continue tout au cours de la vie, tout le temps, tous les jours. On fabrique de nouvelles pelures identitaires. J'ai comparé l'ego à un oignon, fait de plusieurs pelures identitaires. On s'identifie à ce qu'on possède, aux vêtements qu'on porte, on s'identifie à la voiture qu'on conduit, on s'identifie à ce qu'on fait, au travail qu'on fait, on s'identifie aux idées qu'on a, hein, aux opinions qu'on a. Mais à chaque fois qu'on s'identifie à quelque chose, ben, il y a une vulnérabilité qui apparaît. Parce que si je m'identifie à une idée, puis que quelqu'un a une idée contraire à la mienne, et qu'il attaque mon idée, ben, dès que l'idée s'est attaquée, si je m'y suis identifié, c'est mon être qui s'est attaqué, alors que je ne suis pas mon idée. Si je m'identifie au livre que j'ai écrit, puis que quelqu'un critique ce livre-là, dit des choses négatives, pas ce livre-là en particulier, mais il y a un autre livre que j'ai écrit et j'étais en France dans une émission de radio, puis il y avait beaucoup de monde, puis il y a quelqu'un qui était invité, une personne qui a dit: Ah, ben ce livre-là, il est raté, en parlant du livre que j'avais écrit. Puis ça, c'était une émission de radio qui était diffusée en Suisse, en Belgique, en France.
Alors moi, je suis autour d'une table, là, il y a plein de micros, puis je viens d'entendre cette phrase-là, là. Ce livre-là, il est raté. Mon cerveau, parce que je me suis identifié au livre, là, à l'instant, là, il a commencé à déclencher une réaction là, de détresse, là, d'inconfort. Et là, on me demande, mais qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire-là? C'est pas évident là, de répondre à ça. Donc, je ne suis pas aucune. Pour se sortir de là, il faut que je constate qu'il y a eu ce livre qui a été écrit, mais je ne suis pas ce livre. Je ne suis pas les vêtements que je porte, je ne suis pas la voiture que je conduis, je ne suis pas même le travail que je fais, je ne suis pas l'œuvre d'art que j'ai créée. Qu'est-ce que je suis? Et c'est là que on sort du moi pour entrer dans ce qu'on est vraiment. Ça, c'est la question la plus importante qu'on devrait se poser au cours de sa vie. Socrate qui disait connais-toi toi-même, là. La plus grande question qu'on devrait se poser, c'est que sommes-nous vraiment? Puis la réponse à cette question-là, une des réponses à cette question-là que j'ai trouvée magnifique, je l'ai citée des centaines de fois, peut-être des milliers de fois au cours des dernières années. Elle vient d'une psychologue française qui s'appelle Marie-Léon Hetzel, qui a travaillé en soins palliatifs, qui a dit un jour, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. C'est une des plus belles phrases que j'ai entendues de toute ma vie. Parce que qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Pardonnez-moi, j'ai été ému. La première chose qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Quand on se parle présentement, là, je la sens, cette présence-là, chez vous. Et c'est ça, là, cette capacité-là d'être présent ou présente est au cœur de plein de capacités qui vieillissent jamais. La capacité d'aimer, ça vieillit jamais. La capacité de s'émerveiller, ça vieillit jamais. La capacité d'apprendre, ça vieillit jamais. La capacité de transmettre, ça vieillit jamais. La capacité de savourer, ça vieillit jamais. Toutes ces capacités-là ne vieillissent jamais. Et si on en prend conscience, là, puis ça peut se faire de façon très concrète. Parce que quand on entend des choses comme ce livre-là, il est raté, tout à coup, là, il peut y avoir dans la tête une phrase, est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Non. Pas parce que quelqu'un a dit d'un livre qui était raté que ma capacité d'aimer est menacée. Ma capacité de créer n'est pas menacée non plus. Ma capacité de m'émerveiller n'est pas menacée non plus. Et c'est là qu'on se rend compte à travers toutes ces capacités-là de ce que nous sommes vraiment. Ce qu'on est vraiment, c'est des êtres de relation. C'est des êtres capables de présence. Et c'est c'est dans cette conscience-là qu'on réalise que cette connexion-là peut nous permettre de vivre dans l'espoir. Parce on se sent plus seul, on se sent plus isolé, on se sent plus séparé, on se sent relié. Le seul fait de ne plus se sentir seul quand on vit des périodes difficiles, quand on vit de la détresse, le seul fait de ne plus se sentir seul, ça permet d'entrer dans l'espoir, de renouer avec ses capacités, celles qui vieillissent jamais, pour poser des gestes qui peuvent éventuellement faire changer ce qui, malheureusement, entraîne de la détresse, souvent inutile. Je vous amène vers un nouveau concept où je vous en ai parlé, un soupçon en entrant. Euh, c'est toujours le sociologue qu'on a lu qui nous a fait découvrir la bienveillance radicale. C'est un mot magnifique qui veut dire avoir la volonté d'agir avec compassion, dans le fond avec amour, comme vous êtes en train de ne pas perdre notre capacité d'aimer en défiant les structures inhumaines. Mm. Je trouve que c'est un beau gage d'espoir, ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, Là, j'aurais donné un exemple très dur, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont résisté à l'horreur, partout où ils l'ont fait. Il y a des gens qui ont résisté à l'horreur pendant la Deuxième Guerre. Il y a des personnes présentement qui résistent à l'horreur dans plusieurs pays sur la planète. Elles résistent parce qu'elles croient que ça peut s'arrêter, faire cesser l'horreur. J'ai entendu une conférence donnée par Jean Montbourquette il y a plusieurs années. Malheureusement, on l'a perdu. Jean Montbourquette, c'est un conférencier que j'aimais beaucoup.
Il avait fait un atelier, une conférence atelier sur le pardon. Puis il disait, vous savez, pour arriver à pardonner, il faut d'abord avoir fait cesser l'offense. J'avais trouvé ça magnifique. Il faut que ça arrête à un moment donné. Il faut que ça arrête cette pollution partout. Il faut que ça arrête. Et si on entre dans le désespoir, non, ça ne donne à rien. Même dans le cynisme, en se moquant des gens qui continuent à vouloir faire en sorte que ça arrête, ils se prennent pour qui, etc. Ça n'arrêtera pas. Alors que c'est possible parce qu'au cours de l'histoire, ça s'est arrêté. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu que ça s'arrête, parce qu'il y a des personnes qui ont résisté, ben ça s'est arrêté. L'horreur a cessé. Elle a recommencé malheureusement parce que l'être humain a bien de la difficulté à apprendre des erreurs qu'il a commises. Malheureusement, est emporté bien souvent par l'ego, puis l'avidité de l'ego, vouloir plus, avoir plus, faire plus, être plus, bon, etc. Euh, et malheureusement, c'est pas toujours simplement développer son potentiel, mais c'est souvent vouloir dépasser l'autre, puis posséder ce que l'autre a, puis etc. Ça, il apprend. C'est ce qui a été à la base de malheureusement beaucoup d'horreurs au cours de l'histoire. Mais la conscience est apparue. La bienveillance radicale est apparue. Je ne le savais pas, je ne connaissais pas cette expression-là avant que vous l'utilisiez tout à l'heure, mais maintenant je vais l'utiliser. La bienveillance radicale est apparue, puis il y a des choses qui ont cessé. Ça s'est arrêté. Alors il faut que cette volonté-là, que ça s'arrête, nous anime et qu'on puisse prendre conscience qu'il y a eu découragement. Il y a des gens en Ukraine présentement qui vivent du découragement certains jours. Puis le découragement, ils l'accueillent. Il y a solidarité qui réapparaît. Puis il y a encore cette volonté que ça s'arrête. Alors, oui, absolument. Vive la bienveillance radicale. Euh, J'avais une idée, puis je l'ai perdue, mais dans tout ce que j'entends de ce que vous dites, c'est à quel point l'espoir, c'est pas banal, que l'espoir peut nous permettre de transformer des choses, de se dire que c'est pas nécessaire que ce soit comme c'est, de continuer à intervenir pour améliorer, pour rendre ça bon, meilleur. Vous savez quoi? Dans- Je me suis permis de parler de ma grand-mère dans le livre, mais ça pourrait être ma mère aussi, des femmes que j'ai eu le privilège d'avoir dans ma vie, mais vraiment le privilège. Euh, des femmes aimantes, mais qui ont certainement passé par des moments de découragement. Parce qu'il y a des bouts où, enfant, j'étais pas toujours très sage, puis je faisais des choses qui pouvaient carrément les décourager. Mais ces personnes-là, ma grand-mère, entre autres, disait, toi, mon petit désespoir. Elle utilisait cette expression, toi, mon petit désespoir. Et ça, c'était comme si elle disait, je sais plus quoi faire avec toi, tu sais, j'ai plus d'outils pour euh, t'empêcher de faire ce que tu fais, comme renverser un gros sac de sel dans l'escalier du sous-sol, enfin, arroser des plantes jusqu'à ce que ça déborde dans l'appartement d'en dessous, ce genre de choses-là. Alors, toi, mon petit désespoir. Mais elle s'arrêtait, puis elle finissait par dire, mais il sera toujours possible de t'aimer. Mais qu'est-ce qui avait permis ce changement-là? Il a fallu qu'elle s'arrête. À un moment donné, là, qu'elle arrête le discours. Toi, mon petit désespoir, tu me rends folle, là. Il a fallu que ça s'apaise. Puis elle est devenue un modèle, hein, quelque part, pour qu'elle puisse rentrer dans il sera toujours possible de t'aimer. Et ça, quand on rentre dans il sera toujours possible de t'aimer, là, elle rentre dans l'espoir qu'elle va pouvoir faire quelque chose pour pouvoir l'éduquer, cet enfant-là. Comprenez-vous? Il donnait des repères, il donnait être un modèle. Puis, moi, je crois qu'on peut tous et toutes être des modèles pour les gens qui nous entourent. Euh, et c'est pas compliqué. C'est simple, mais pas facile. Simplement en entrant dans l'observation.
en longtemps dans l'observation des moments où il y a du découragement. Je reviens à ce que je disais tantôt, là, parce que je crois profondément que c'est dans cette observation-là, sans jugement. Il y a un homme qui s'appelle Richard Moss, un médecin américain qui a beaucoup travaillé sur l'anxiété, beaucoup, beaucoup, et qui disait que l'attention est 80% du temps accaparée par des jugements sur soi-même ou des jugements sur les autres, ou dans le passé, dans des regrets, des remords, ou dans des scénarios catastrophes pour l'avenir. Il avait construit quatre cadrans, là, les jugements sur soi, les jugements sur l'autre, le passé, les regrets, les remords. Ah, si j'avais fait ça, si j'avais dit ça. Là, il y a aussi du désespoir qui peut apparaître, hein, ou les scénarios catastrophes dans l'avenir, on n'y arrivera pas, on ne sera jamais capable. Donc, 80% du temps, d'après lui, l'attention est absorbée par ces cadrans-là. Alors qu'on est capable, et c'est ça qui est l'objet de son travail, on est capable d'observer que l'attention a été accaparée par ces cadrans-là, puis de la ramener dans le présent, tout simplement. Et c'est déjà d'être dans le présent que d'observer que l'attention est accaparée par ces cadrans-là. C'est déjà d'être dans le présent, de s'en rendre compte, puis de la ramener, là. Encore une fois, là, c'est quelque chose de concret. Ça peut être une sensation très concrète au départ, le contact des pieds avec le sol, la respiration, le contact du dos avec le siège sur lequel on est assis, la personne devant nous, son visage, ses yeux, sa parole. Ça peut être aussi concret que ça. Et quand l'attention est là, ben là, les ressources deviennent disponibles, encore une fois, pour pouvoir faire l'inventaire des pistes d'action possibles. C'est une expression que j'ai beaucoup utilisée dans ma vie, l'inventaire des pistes d'action possibles. Puis quand il n'y en a plus, ben pour une période de temps, peut-être simplement reconnaître que pour le moment, c'est pas possible. Mais je dis bien pour le moment. Ça n'exclut pas que ça va être possible à un autre moment donné, puis qu'il y a d'autres endroits où il est possible d'agir, dans des petites choses. Ce que j'aime dans le plaidoyer de l'association, c'est aussi le fait que vous parliez beaucoup de petites choses. Mm. Et on a du pouvoir sur des petites choses au quotidien. Les personnes qui nous entourent, c'est déjà énorme de simplement observer les jugements qu'on a sur les personnes qui nous entourent, juste ça. Les personnes qu'on aime, puis qu'on juge. Juste en prendre conscience, oh, là, il y a un jugement qui est apparu, ça, là, c'est déjà énorme, là. Le pouvoir qu'on peut avoir à cet endroit-là. Et l'apaisement de ça pour rentrer à nouveau dans la connexion. Entrer à nouveau dans la connexion. Ensemble. On va accueillir, faire revenir Marie-Ève. Comme ça, on va faire de la magie avec Marie-Ève. Marie-Ève, Marie-Ève, reviens. Marie-Ève, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions que tu as vues sur le chat que tu voudrais partager? Il n'y avait pas de questions comme telles. Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire. Ça va me faire plaisir des transmettre. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires très beaux, très inspirants où les gens nomment c'est quoi leur source d'espoir à eux. Euh, il y a des gens qui nomment que M. Marquis est une source d'espoir dans son discours. Euh, donc, il y a ça. Il y a aussi des gens qui le voient à tous les jours dans leur quotidien, dans leur milieu de travail, avec les gens avec qui ils travaillent, que ce soit avec des jeunes, avec des aînés. Donc, ça fait aussi référence à ce que vous disiez. Les petites choses du quotidien, il y a aussi les gens qui amenaient l'aspect des liens, l'importance des liens autour de nous pour conserver cet espoir-là parce que c'est contagieux. Puis, il y avait aussi très intéressant là, tout ce qui est en lien avec la gratitude qui ressortait en l'importance de réfléchir ou d'écrire ou de nommer des choses qui nous ont fait du bien durant la journée, des petits gestes, des sourires, des petites interactions qui nous ont fait du bien. Donc, ces différents éléments là, qui étaient nommés dans le clavardage qui étaient particulièrement en lien avec ce qu'on nomme, ce que vous avez nommé, Monsieur Marquis. Ça avait beaucoup de sens, tout ça. J'aimerais ça. Je veux juste vous dire que vous pouvez aller sur notre site, le site du Oui. mouvement, et vous allez dans la section outils. Puis là, vous pouvez voir tous les outils qu'on a, puis vous allez voir dans la campagne un pas, un geste, un mouvement. Vous pouvez sélectionner, puis vous allez déjà avoir accès en ligne au plaidoyer dont M. Marquis parle depuis le début. Euh,
avant qu'on termine, il va y avoir d'autres choses qui vont émerger, mais j'aimerais ça que vous partagiez avec nous l'image qui m'avait frappée du singe en Malaisie pour le lâcher prise, parce que vous en Oui, avez beaucoup parlé de toutes sortes de manières, puis moi, je trouve que c'était une image qui était très frappante. oui, oui. Alors, elle m'a beaucoup aidé aussi, cette image-là. Je l'avais entendu, c'est un psychiatre français, je pense, qui avait utilisé cette image-là dans une conférence, je ne me souviens pas de son nom. Malarevich, je pense. En tout cas, peu importe. Il disait qu'en Malaisie, à une certaine époque, on se nourrissait de viande de singe. On a fait ça pendant une certaine période de temps. Et que pour les attraper, on avait trouvé une façon extraordinaire. On prenait une noix de coco, on coupait la partie supérieure de la noix de coco, on vidait le lait et on mettait des grains de riz dans le fond de la noix de coco. On attachait une ficelle chaque côté de la noix de coco, puis on les suspendait après des branches d'arbres et des piquets de clôture. Les singes accouraient, ils voulaient avoir le riz. Mais là où c'était subtil, c'est que l'ouverture de la noix de coco était juste assez grande pour laisser pénétrer une main dans cette position-là. Les singes, bon, au début, ils essayaient, ils n'y arrivaient pas, mais parce qu'ils ne plaçaient pas la main dans cette position-là. Mais après un certain temps, là, effort et erreur, ils finissaient par y arriver. Et là, ils rentraient la main dans la noix de coco. Mais là, s'ils voulaient avoir le riz, il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils ouvrent la main. Et là, ils prenaient le riz. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand il y avait le riz dans la main, là, il n'était plus capable de sortir. Et là, il passait des heures de temps à tirer. Je me dis souvent, s'il y avait eu un cerveau humain, on aurait entendu quelque chose du genre, ça va bien finir par sortir. Alors que tout ce qu'il aurait eu à faire pour sauver leur vie, c'est de lâcher le riz. Mais c'est une phrase que j'utilise encore au quotidien. Serge, lâche le riz. C'est pas facile parce que c'est intéressant, le riz. Puis quand on est sollicité par une multitude de choix, une des difficultés qu'on a pour choisir, c'est de laisser aller quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est pas difficile de choisir entre une chose plate et une chose intéressante, c'est bien facile. Ce qui est difficile, c'est de choisir entre une multitude de choses intéressantes. Et ça peut être décourageant à un moment donné. Effectivement, encore une fois, on peut entrer dans le désespoir parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose. Puis qu'est-ce- à côté de quoi je passe, puis qu'est-ce que je vais rater, puis etc. Plutôt que de ramener l'attention sur là où on est, comment on est en train d'agir sur ce qu'on a choisi de faire, puis en quoi ça peut donner un sens à notre vie. Encore une fois, à travers bien souvent les petites choses. Écoutez, c'était euh, un beau moment de partage et dans la campagne qui s'en vient, un pas, un geste, un mouvement, vous allez voir le plaidoyer, vous allez voir des cartons pour la population, des cartons toujours en lien avec les personnes qui connaissent nos 7 astuces, ces facteurs de protection en santé mentale de base, je dirais en lien avec chacune des astuces, on les explique, puis après ça, on propose des actions Puis cette année, on propose une action qui nous relie aux autres parce que on a, euh, on a rencontré des personnes en janvier dernier, des partenaires. On a fait une grosse rencontre pour voir vers quoi on s'en allait dans nos prochaines campagnes. Puis les gens nous ont beaucoup parlé d'espoir, puis de créer des liens. Alors, dans cette campagne-là, on lit l'espoir, créer des liens, la bienveillance radicale. On va vous laisser lire le plaidoyer. Je vous dirais que je pense qu'on a fait 17 versions avant d'arriver à celle-là pour la rendre plus poétique, changer nos propos qui peuvent parfois venir tellement spontanément de dire dans ce milieu-là, ça va pas bien. Puis comme dit Monsieur Marquis, mais il y a tellement de choses qui vont bien dans tous les milieux qu'on n'a pas à pointer un milieu en particulier. Il y a des choses qui vont moins bien partout, mais il y en a qui vont bien partout. Fait que comment les faire ressortir dans notre cerveau? Mais je vous dirais qu'on a été piégés,
nous-mêmes dans ce discours-là qui vient rapidement, puis qu'on a dû redéconstruire avec, puis il y a eu bien des gens qui nous ont commenté, qui nous ont obligés à déconstruire, puis ça a été un bel exercice. Fait que je vous invite à le lire. Un immense merci, Monsieur Marquis, de nous avoir offert ce partage d'expérience, de réflexion, d'expertise, de toutes ces choses. Et puis j'espère que je souhaite que vous allez trouver que l'espoir, c'est pas banal, mais qu'elle peut nous permettre de transformer le monde. En tout cas, c'est notre grand, grand souhait. Que je peux me permettre de finir par la phrase, deux petites phrases d'Albert Camus qui disait, là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Et l'autre, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. C'est beau. Alors, merci tout Merci, le monde d'avoir été là, puis merci à vous, hein. merci, Monsieur Marquis, et merci de la part de tous et toutes qui ont ici écrit dans le chat à quel point vous leur avez fait du bien aujourd'hui et à quel point ils ont apprécié ce moment-là partagé avec nous, avec vous. Donc, merci énormément à tout le monde et à vous, René et Serge. Encore une fois, merci à vous, puis merci à toutes les personnes présentes. Bonne journée. Bonne fin de journée.